La justice est un droit, ce n'est pas une faveur. Lorsque je réclame justice, je ne suis pas en train de demander une chose qui ne fait pas partie de mes droits fondamentaux. Ça, les musulmans ne doivent pas l'oublier. Deuxième élément. Lorsque je décris le réel et que ce réel vient prouver par des chiffres, par des reportages, par des images, par des vidéos, par des témoignages, par milliers, d'une réalité de l'islamophobie, je ne suis pas en train de me poser en victime, je suis en train de décrire le réel. Et en fait, on a des pseudo-arguments qui viennent et qui disent « Oui, mais les musulmans, cessez de vous poser en victime ». Mais je ne suis pas en train de me poser en victime, je suis en train de décrire la réalité. Et si dans cette réalité, il se trouve que dans certaines dimensions de cette réalité, je sois une victime, eh bien en fait, le déclarer, c'est simplement dire la vérité. Donc, on n'est pas en train d'assister à une victimisation de la part de la communauté musulmane, on est en train d'assister à des gens qui clament la vérité de la réalité de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand on parle de lutte contre l'islamophobie, très souvent il y a ce mot de victimisation qui est évoqué. La victimisation, ce mot très moche, c'est un mot qui a été inventé par les agresseurs pour culpabiliser les agressés, par les oppresseurs contre les opprimés, pour les culpabiliser, pour les empêcher d'agir et de se défendre. Mais la victimisation, ce serait quoi? Ce serait le fait de se complaire dans un statut de victime pour en tirer bénéfice. Mais c'est quand on accepte l'islamophobie qu'on se complaît dans un statut de victime, pas quand on lutte pour la faire arrêter. Donc, lutter contre l'islamophobie, c'est justement le premier pas pour sortir de cette situation. On n'est pas des victimes à partir du moment où on sort de cette situation, où on lutte pour que ça ne se reproduise plus. C'est le faible, celui qui est vraiment et qui se complaît en situation de victime, qui est visé par une injustice, qui dit « ouais, vaut mieux se taire, vaut mieux l'accepter, ça fait partie de notre identité. » C'est quel genre de lâcheté, ça? C'est quel genre de faiblesse? Donc les gens qui parlent de ça, en général, c'est pour rien faire. C'est pour expliquer « ouais, ma soeur, tu l'as cherché avec ton hijab. Mon frère, peut-être la barbe, tu vois, genre rase-la, fais un petit style hipster, ça passe, quoi, tu vois. Oui, ils nous ont hagar à la mosquée et tout ça, mais peut-être que si on fait pas de vagues, ils vont nous laisser vivre. » Mais ça se passe pas comme ça. Et c'est indigne, à la fois sur le plan religieux, et c'est indigne à la fois sur le plan citoyen. Quel genre de citoyen on est si on considère que le déni de droit, c'est quelque chose d'acceptable, pour nous comme pour les autres? Quel genre de musulman on est si on considère que notre foi, c'est quelque chose qui est honteux et qu'il faut dissimuler pour pas déplaire aux racistes, pour pas faire de vagues, pour pas déranger des gens qui n'ont pas la moindre notion de la justice et du respect des autres? Donc, quel genre d'exemple on donne à nos enfants si, dès qu'on voit une forme d'adversité, dès qu'on voit une forme d'injustice, on se tait? Je comprends les gens qui ont ce discours-là, je ne le partage pas, mais au moins, à minima, si vous n'êtes pas capable d'agir efficacement pour défendre les droits de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos enfants, sortez du chemin. Et arrêtez de culpabiliser ceux qui le vivent au quotidien, ceux qui le font au quotidien, ceux qui résistent au quotidien, ceux qui chaque jour font preuve de dignité, de détermination pour changer les choses. Pour eux, pour leurs enfants, pour le pays dans lequel ils vivent, parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que ce que l'on vit à partir du moment où. Et dernier élément, critiquer ce qui ne va pas en France est le devoir de tout Français, plus même qu'une personne qui n'habiterait pas en France. Et il est étrange de voir que chaque fois qu'une personne de confession musulmane critique ce qui se passe en France, on le désigne comme étant un ennemi de l'intérieur. C'est le rôle du peuple français que de déclarer ce qui ne va pas, que de revendiquer la justice et que de proposer des solutions. Et lorsque je fais ça, je ne suis pas un ennemi de la France, mais je suis un Français dans toute la tradition de ce qu'est être un Français. Il est étrange de voir que si une personne de confession musulmane, alors s'il porte un prénom étranger, on rajoute encore, mais on voit que cette personne-là ne peut pas dire ce qu'elle veut, elle ne peut pas critiquer certains éléments, par exemple, de la vie de tous les jours ou bien alors de la politique qui est menée par certains hommes politiques français. Non, ça en fait tout de suite un traître. Non, non. Eh bien, sachez une chose. Lorsqu'on dénonce l'inacceptable, on est en train de faire notre devoir de musulman. Et il serait bon de nous rappeler
que l'inacceptable n'est pas uniquement un élément qui touche les musulmans, mais qui touche aussi les non-musulmans, et que la communauté musulmane doit combattre toutes les injustices, sans forcément valider les dogmes qui sont derrière, c'est très important cela, mais combattre les inégalités entre par exemple différentes ethnies, combattre la ghettoisation de certaines ethnies, par exemple, mais aussi combattre la misère, combattre les problèmes économiques que l'on vit dans notre pays qu'est la France. On est français. On se sent accepté ou pas, c'est autre chose. Mais allez vivre à l'étranger et vous vous rendrez vraiment compte que quoi qu'il arrive, vous êtes des Français. On peut être en opposition avec des éléments de la France, mais cela n'enlèvera pas notre caractéristique, une des caractéristiques de notre personnalité, celle du fait qu'on soit né ici, qu'on ait grandi ici et qu'on a aussi les codes de ce pays. Et alhamdoulilah, Allah nous a guidés dans l'islam et à ces codes de ce pays, on a ajouté 1,5 milliard de choses, alhamdoulilah, et ces choses-là, c'est l'islam, alhamdoulilah. Toute cette analyse, tout ce constat, tous ces commentaires, ils ne sont valables que pour comprendre exactement la nature et les causes de l'islamophobie. Sauf que nous, on n'a pas envie d'être des doctorants contre l'injustice. On a envie d'agir contre l'injustice. On a envie que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas besoin d'être savant sur l'injustice, si ce n'est pour savoir comment la combattre. Je n'ai pas l'intention de faire une carrière pour savoir comment on souffre. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne doit pas être une aspiration, ni individuelle, ni collective. Mais par contre, toujours, quel que soit le problème auquel on s'attelle, que ce soit celui de l'échec scolaire, un problème sanitaire, un problème de sécurité, ou un problème d'injustice raciste comme celui auquel on s'attelle, il faut toujours prendre le temps d'analyser avec calme et discernement l'ensemble des causes, l'ensemble des facteurs, l'ensemble des mécanismes qui l'alimentent, pour savoir quelles solutions on peut apporter de manière réaliste et durable. Et c'est ça qui rend si importante l'étude de l'islamophobie au sens y compris scientifique du terme, science historique. Ça nous permet de dire que c'est pas un terme qui a été inventé par des musulmans, mais qui, dès sa définition, dès sa création sous l'Empire colonial français, visait l'exclusion ou qualifier l'exclusion des minorités ou le traitement différencié des minorités musulmanes. C'est à ça que ça sert d'étudier l'histoire. C'est grâce à la sociologie qu'on est capable de comprendre qu'il y a des dynamiques superficielles dans l'islamophobie, les commentaires haineux sur Internet, des choses comme ça, et puis il y a des dynamiques structurelles qu'il va falloir combattre sur le long terme. C'est l'étude psychologique qui permet de comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre de la planification et qu'est-ce qui est du ressenti immédiat dans le passage à l'acte des discriminants et des agresseurs islamophobes. Et tout ça, ça nous sert à définir des moyens efficaces pour lutter contre l'islamophobie. Donc, quels sont les moyens d'agir efficacement contre l'islamophobie ? La première chose, c'est de faire un travail personnel, interne, parfois familial, un travail de dignité, un travail de célébration, un travail de fierté. On n'a pas à avoir honte d'être musulman. On n'a pas à se cacher d'être musulman. Il faut être fier de ça. Il faut le porter entièrement, pleinement, en comprenant qu'il n'y a rien de coupable à ça. Et donc, ça peut paraître paradoxal, mais à côté de la lutte à travers des instruments juridiques ou autres, le simple fait de s'arrêter et de se transmettre les uns aux autres, et à nos enfants, et à notre entourage, le fait d'être fier d'être musulman, le fait de le célébrer à travers des temps communs, à travers des productions, à travers des discours, à travers des conférences, à travers des événements festifs, à travers des choses qui symbolisent aussi et qui mettent en acte notre fierté d'être musulman, le fait de porter notre histoire personnelle, notre histoire familiale, notre histoire collective, ça en soi, sur le long terme, c'est un vaccin contre l'islamophobie. Ça nous éduque nous-mêmes, et ça éduque les générations futures au fait de porter leur foi avec dignité en comprenant qu'il n'y a strictement rien de honteux à ça. La deuxième chose, c'est connaître nos droits, être capable de connaître les textes de loi qui régissent le monde du travail, le monde de l'enseignement, le monde de la santé, pour que lorsqu'on est confronté à des situations, sans se fâcher le moins du monde, on est capable de les gérer avec beaucoup de pédagogie en rappelant les textes de loi, si c'est nécessaire. Et donc, on voit tout de suite que dans une interaction
à un guichet public ou dans une entreprise ou dans un commerce, connaître ses droits, ça va nous mettre en capacité de répondre efficacement à une situation sans qu'elle escalade à un niveau de conflit ou de dispute. D'accord ? On arrive à un guichet, on refuse madame ou une jeune fille qui porte le foulard, on demande en vertu de quel texte de loi. Pas de texte de loi à produire, pas d'interdiction justifiée. On est dans le monde du travail, on connaît ses droits. Si on nous met en cause parce qu'on a prié pendant une pause alors qu'on en a le droit, ou parce qu'on a évité de manger du porc ou de boire de l'alcool au cocktail de l'entreprise, même chose. On demande de le notifier par écrit parce qu'on sait qu'aucune entreprise va notifier par écrit les motifs de son rejet et de sa discrimination. Et tout de suite, ce comportement va cesser. Donc, première chose, construire une dignité. Deuxième chose, connaître ses droits et avoir les outils, que ce soit sur le plan juridique ou même discursif, de gérer une situation sans se fâcher, avec calme et détermination. Et ça veut dire aussi qu'il faut anticiper les situations. Et ça, c'est pas quelque chose de spécifique aux musulmans. On est une femme, on est un arabe, on est un noir, on est un jeune, on a un handicap physique qui fait qu'on va avoir des difficultés à l'accès à un endroit. Il faut anticiper un certain nombre de types de situations problématiques pour pouvoir y répondre le mieux possible. Ensuite, on a des instruments juridiques et des actions juridiques et du soutien aux personnes qui sont en situation de discrimination. Ça, c'est le travail des associations, comme par exemple le CCIF, qui va, à partir des déclarations des personnes qui le contactent, les accompagner du mieux qu'ils peuvent pour résoudre ces dossiers. Il va les accompagner dans l'accès à leurs droits, il va les accompagner aussi autant que possible en prévention. Et ça, c'est le quatrième volet. Et c'est pas uniquement le travail du CCIF, c'est notre travail à tous. C'est le fait que, bien, dans les associations, dans les écoles, dans les mosquées, dans les structures locales, on puisse organiser des événements de formation ou de sensibilisation pour que ce soit pas uniquement les musulmans qui comprennent la réalité de ce problème, mais que ce soit les corps enseignants, que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues. C'est aussi notre responsabilité pour ceux d'entre nous qui ont des postes importants en entreprise, des postes de cadre, de sensibiliser à la question des discriminations de manière générale. Et d'être le moteur, par exemple, d'une formation au travail pour qu'on prenne en charge, par exemple, le fait religieux de manière apaisée, de manière sereine, de manière proactive, plutôt que d'attendre un incident pour que ça arrive comme un problème dans l'entreprise. Donc cet aspect de prévention, il est très important. Et ensuite, il y a une véritable bataille des idées et une bataille des arguments pour que, au fur et à mesure, ce discours islamophobe, au lieu qu'il soit complètement décomplexé, eh bien, il y a un prix à payer pour ceux qui le tiennent. Au lieu que ce soit une récompense pour les islamophobes en termes de vente et en termes de reconnaissance médiatique, il faut qu'il y ait un prix à payer médiatiquement et politiquement pour tous les gens qui salissent la dignité des musulmans. Et ça veut dire qu'il faut justement agir là-dessus, auprès du CSA, auprès des médias, auprès directement des auteurs et des maisons d'édition de ces gens qui publient des discours racistes à l'égard des musulmans, pour les dissuader de continuer. Les actions juridiques, ça marche et ça fonctionne dans une large partie. Il faut aussi des actions médiatiques où on va faire du fact-checking des articles, où on va confronter ces arguments, y compris sur des plateaux télé, où on va rendre et tenir les médias qui diffusent ce genre d'idées responsables de qui ils mettent à l'antenne, le plus souvent sans contradiction, pour qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité, y compris déontologique, sur ce point-là. Enfin, et je le dis souvent, mais ça participe et c'est quelque chose d'important, surtout pour nous qui sommes croyants, c'est aussi une source de rappel, de se rappeler de ce qui est essentiel dans notre vie. Et que cette dimension d'adversité, il y a une partie contre laquelle il faut lutter, mais il y a une partie qu'il faut reconnaître aussi comme une épreuve, qui nous rappelle que l'islam, c'est pas un petit truc. Il faut le vouloir pour garder cette religion. Il faut le vouloir pour y tenir. Et quand on attaque notre foi ou notre manière de la pratiquer, on nous interroge aussi sur le sens qu'on lui donne. Et en tant qu'être humain, on est au maximum en fait de notre réalisation et de notre épanouissement quand il y a quelque chose de bien qui nous atteint et qui nous touche, on le célèbre et on est reconnaissant pour ça, on est humble face à ça. Et quand il y a une épreuve qui nous touche, on essaie de rétablir une situation, on essaie de régler le problème, mais on en tire aussi des enseignements pour en sortir meilleur. C'est pas une épreuve qui nous fait marcher en arrière, c'est une épreuve qui nous fait grandir. On est plus endurant, on est plus informé, on est plus courageux, on est plus sensible
au sort des autres, et on est d'autant plus dans l'empathie et dans le respect des autres qu'on a vécu nous-mêmes une situation d'injustice. Et c'est là que réellement, si on réalise l'ensemble de ce dispositif-là, alors non seulement on pourra juguler l'essentiel de l'islamophobie à laquelle on fait face, mais on sera sorti grandi de cette situation, pas uniquement au niveau individuel, pas au niveau collectif en tant que musulman, mais au niveau collectif en tant que groupe humain. Et là, on pourra dire, Inch'Allah, que, alhamdulillah, on a fait notre part contre l'islamophobie. Et ça veut dire concrètement de soutenir les associations, mais de considérer que c'est pas suffisant. Et que aussi au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau local, il y a tous ces volets à mettre en place pour que, ensemble, on puisse se dire sur une échéance de 1 an, de 5 ans, de 10 ans, voilà ce qu'on a essayé de faire, et de mesurer l'impact, et de pouvoir dire, voilà, la génération suivante, au moins ça c'est un problème qu'elle n'aura pas à résoudre. Est-ce que l'islamophobie va disparaître? Non, elle ne va pas disparaître. Elle va être jugulée, elle va être réduite à des seuils minimaux, mais elle ne va pas disparaître. Et elle va même évoluer de nature. Pendant une génération encore, on va être détesté ou on va être visé pour ce qu'on n'est pas. On va nous traiter de gens arriérés, de gens violents, de gens qui sont pour l'injustice, de gens qui se haïssent les uns les autres et qui rejettent les autres. Et puis, dans un temps futur, on va être visé précisément pour ce qu'on est. Des gens qui se battent contre les injustices. Et c'est pas un hasard si dans un certain nombre de pays, les minorités musulmanes ou les populations musulmanes sont à l'avant-garde contre les injustices sociales, contre la pauvreté, contre l'oppression d'autres minorités, et qui sont visées explicitement pour ça. Et dans le temps qui vient, qui est le temps du réchauffement climatique, d'un clivage de richesse encore plus fort, les musulmans ont ce rôle à jouer aussi, parce que c'est une aspiration de la plupart d'entre eux. Mais on n'en est pas encore là. Déjà, luttons contre le racisme et l'islamophobie contemporaine qu'on voit, et laissons à nos enfants, Inch'Allah, le soin de lutter contre d'autres formes d'injustice et d'apporter leur part, je l'espère, dans un contexte beaucoup plus positif que celui qu'on a vécu nous.